Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle session de l'Académie de la Cheville. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir le docteur Ronnie Lopez, qui est déjà intervenu il y a quelques mois au sein de l'Académie de la Cheville. Mais cette fois, on va avoir le plaisir de l'entendre sur un thème un peu différent qu'il aura tout le loisir, bien évidemment, de vous présenter. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'Académie de la Cheville, c'est simplement une initiative qui consiste à partager, dans le cadre de formations en ligne, partager des connaissances plus ou moins récentes dans le domaine de la prise en charge des pathologies de la cheville et du pied. Et la particularité, c'est que l'ensemble des intervenants sont des experts, des spécialistes qui peuvent être soit kinésithérapeutes, soit docteurs, chercheurs, soit médecins ou chirurgiens, comme c'est le cas ce soir. Et tous les intervenants sont publiants dans le domaine de la cheville et du pied. Donc cette initiative est initiée par Mieux-Lux, mais vraiment l'objectif, c'est le partage des connaissances et de générer du débat si c'est nécessaire. Pour ceux qui auraient éventuellement des problèmes de visualisation de certains passages et notamment de vidéos, pas de panique, restez concentrés sur ce qui se dit en direct. De toute façon, vous aurez l'occasion de revisualiser ce webinaire car il est filmé et on le postera dans les prochains jours, comme d'habitude, sur la chaîne YouTube de l'Académie de la Cheville. Donc si vous loupez quelque chose, pas de problème, ce sera récupérable. Voilà, alors, je vais un peu trop vite. Le thème de ce soir, ça va plutôt être la problématique de l'indication chirurgicale, mais je ne vais pas en dire plus et je vais passer dès à présent le relais au docteur Lopez. Bonsoir et bienvenue à tous pour ceux qui ne connaissent pas. Donc effectivement, ce soir, on va s'intéresser, on va aller encore un peu plus loin que l'indication chirurgicale. On ira quel type d'indication faut poser chez quel patient et on va essayer de répondre à cette question difficile. Vous savez tous aussi bien que moi qu'il y a bon nombre de solutions chirurgicales et la grande difficulté va finalement être de s'adapter aux patients qu'on a en face de nous, puisque il est fort logique et prévisible que toutes les stabilisations ne conviennent pas aux mêmes personnes. Donc, vous allez voir, c'est une réflexion ouverte et je pense qu'il y aura pas mal de questions à la fin, puisqu'il en ressortira peu de certitudes finalement, parce qu'on est un petit peu à la traîne scientifiquement parlant en termes de chirurgie de la cheville par rapport à nos autres sœurs épaules ou genoux comme articulation. Donc, c'est encore ouvert à beaucoup de choses. Donc, c'est un petit topo qui est court et n'hésitez pas à la fin à poser vos questions. Donc, le plan qu'on va suivre, on va replacer un peu les choses dans leur contexte et puis on verra quel type de solution il existe aujourd'hui en 2017 parce que c'est sûr qu'il y en a énormément qui ont été développés et aujourd'hui, finalement, il y en a peu qui restent en cours d'utilisation. On va voir quelles sont les variables qui vont nous faire choisir et opter pour telle ou telle solution. Et enfin, on va essayer de comprendre comment on peut choisir. Ouais, diapo suivante. Voilà. Alors, pour ce qui est du contexte, c'est relativement simple. Hein. L'entorse de cheville, là, on parle d'instabilité chronique. Mais l'entorse de cheville, qui est la cause de l'instabilité chronique, c'est 6 000 par jour en France. C'est un chiffre qui est largement sous-évalué, qui date de plus de 15 ans maintenant et qui est extrapolé d'études américaines. Donc, qui convient certainement très peu à ce qui est la réalité des faits, étant donné qu'on a des populations croissantes de sportifs, quels que soient les âges. On a des chiffres qui traînent, notamment 40% des lésions des sportifs. C'est sans doute bien plus que ça encore, et plus de 50% dans le basket et plus d'un tiers des lésions chez les footballeurs. Et le problème de ces entorses de cheville, c'est qu'elles laissent environ 50% de séquelles. Quand je dis 50% de séquelles, ce sont des chiffres que j'annonce aux patients. Hein. Dans les 50% de séquelles, vous avez un tiers de récidive et environ 20% de douleurs séquellaires. Donc, ce n'est pas des choses qu'on doit banaliser.
Et je le dis et je le répète souvent, on est influent au moment de la première entorse et avant que les choses puissent évoluer vers ce type de pathologie, comme vous voyez en bas là sur la petite vidéo, où vous voyez une laxité anvarus majeure. Hein. Là, vous pouvez faire toutes les kinés du monde, la messe est dite. Donc, le moment où on doit intervenir et le moment où on peut intervenir, c'est la première entorses. Donc c'est là qu'il faut se concentrer et surtout il faut arrêter de banaliser ces entorses qui sont des grosses pourvoyeuses de problèmes à long terme. Donc ça, c'est des choses qui sont bien connues aujourd'hui. On sait qu'en plus, l'instabilité chronique est le lit de l'arthrose de cheville. Hein, c'est la première cause d'arthrose de cheville. Même si la tolérance de l'arthrose de cheville est meilleure que celle du genou, c'est responsable d'environ 10 000 arthrodèses de cheville par an en France. Hein, donc c'est pas rien. Et le meilleur moyen d'éviter ça, bah, c'est encore de soigner nos instabilités chroniques. Pourquoi en arriver là? Donc, pour soigner nos instabilités chroniques, je crois qu'il faut replacer un petit peu les choses et démystifier un petit peu la cheville. C'est pas plus compliqué que le genou, c'est pas plus compliqué que l'épaule, et c'est pas plus compliqué que n'importe quelle autre indication chirurgicale à poser. Quand est-ce qu'on va opérer une instabilité de cheville chronique? Quand le patient s'en plaint, c'est la première chose et c'est fondamental puisque c'est le sommet de la pyramide. S'il n'y a pas de plainte de patient, vous ne soulagerez jamais un patient qui se plaint de rien et vous ne soignerez jamais bien un patient qui se plaint de rien. Donc il faut que le patient il soit demandeur de quelque chose et il se plaigne de quelque chose, qu'il y ait des doléances. Deuxième chose importante, il faut qu'il y ait des lésions qui soient parfaitement comprises et qui expliquent la plainte du patient. Il faut que ces deux choses-là soient en accord. Troisième chose, il faut qu'on soit dans un échec de tous les autres traitements. La chirurgie, ce n'est pas un raccourci facile à une solution de bien-être, à un meilleur état. Non, pas du tout. Il y a des complications quand on opère les gens, donc on ne prend pas des risques de complications si on a des solutions moins invasives. Et j'entends là, dans notre domaine qui nous intéresse, dans l'instabilité chronique, la kinésithérapie, elle doit être fondamentale. Les gens qui n'ont jamais été rééduqués, et on le reverra après, qui ont des déficits sur les éverseurs ou des déficits proprioceptifs, bien entendu qu'avant toute pensée à la chirurgie, il va falloir en passer par là. Et enfin, il faut que la solution chirurgicale, elle soit adaptée au patient. C'est-à-dire que avant de se jeter sur une cheville avec quelqu'un qui se plaint de douleur et un bilan qui va retrouver une rupture ligamentaire, il faut se poser la question de pourquoi les gens ont mal. Et c'est pas forcément de stabiliser une cheville qui va régler le problème des douleurs. Donc, on est bien d'accord, il faut que tous ces items-là soient ouverts. Si vous avez un patient qui se plaint de rien, des lésions qui expliquent mal son instabilité, qu'il n'a jamais fait d'autres traitements ou que la solution chirurgicale ne vous semble pas adaptée, c'est-à-dire que celui qui vous explique qu'il a fait une entorse dans sa vie ou deux entorses dans sa vie et qui voudrait une stabilisation parce que son copain a eu ça, il est hors de question d'en passer par là. Donc il faut que tous ces items soient au vert pour envisager une solution chirurgicale. Moi, ce sont des choses que je dis au quotidien à mes patients, c'est-à-dire que si on s'y tient, mais c'est vrai pour toute solution chirurgicale et pas plus l'instabilité de cheville qu'une autre. Alors c'est vrai que c'est un peu plus nébuleux, mais si on se tient à ces choses-là, je crois qu'on opère peu de patients pour rien finalement. Alors les solutions en 2017, il faut avoir en tête qu'il y a deux types de solutions bien différentes. D'un côté, les réparations. Et ces réparations, elles peuvent être donc les réparations directes, hein, c'est-à-dire que vous avez un ligament que vous allez tenter de réinsérer, que vous allez tenter de suturer. Et ces réparations, elles peuvent être plus ou moins renforcées par des tissus adjacents. Ça peut être du tendon, du rétinaculum des extenseurs ou des choses comme ça. Et puis la deuxième solution, ce sont les reconstructions. Alors quand on dit reconstruction, ça remplace un petit peu le terme ligamentoplastie, mais c'est pour parler tous de la même chose. Quand on dit ligamentoplastie, on pense à reconstruction, c'est on va remplacer un ligament qu'on considère comme défaillant ou qui ne pourra plus remplir son rôle par un tissu nouveau, donc souvent un tendon, bien entendu, qui va avec le temps se ligamentiser. Et puis ces reconstructions, elles pourront être plus ou moins anatomiques. Donc voilà les deux items différents en termes de solutions en 2017. Pour ce qui est, voilà,
Pour ce qui est des techniques chirurgicales en elles-mêmes, que ce soit en termes de réparation ou de reconstruction, il y a plus de 120 techniques qui ont été décrites. Je pense que c'est profondément inutile de les citer, de les expliquer. L'idée, c'est de bien comprendre aujourd'hui qu'on peut les schématiser dans deux groupes et les regrouper de deux façons très différentes, réparation et reconstruction. Ça, c'est important parce que ce n'est pas du tout la même chose de réparer ou de reconstruire un ligament. Une fois qu'on a dit ça, on a resitué un petit peu le contexte, donc on a vu qu'il était important de stabiliser nos patients, on a vu quand est-ce qu'il fallait le faire, et je vous ai remis la diapo. On va maintenant étudier quelles sont les variables qui vont nous faire opter pour telle ou telle solution chirurgicale. Alors, je ne sais pas si la vidéo va bien passer parce qu'elle est un petit peu lourde. Alors, la première variable, bien évidemment, c'est le patient. Donc, vous voyez ici, c'est un peu saccadé, mais vous voyez ici une jeune mannequin qui a du mal à défiler de par ses chaussures. Vous voyez ici une célèbre entorse d'un tennisman sur du terrain dur. Et puis vous voyez ici un traumatisme direct qui a abouti de la même façon à une entorse grave de la cheville. Vous avez bien compris que ces patients, ils étaient tous différents. Vous n'allez certainement pas traiter de la même façon la jeune mannequin et les sportifs. Alors le premier critère, bien entendu, c'est l'âge. Il est évident que ce patient à droite, il ne sera pas traité comme sa femme à gauche, puisque les qualités de ligamentisation, elles évoluent aussi avec le temps, même si c'est un critère qui est tout relatif, parce qu'il n'est pas certain que la patiente de gauche soit moins active que le patient de droite. Donc l'âge, il est relatif, il est à pondérer, mais on ne peut pas stabiliser quelqu'un de 70 ans comme on le ferait chez quelqu'un de 15 ans, bien entendu. Donc ça, c'est le critère chez le patient le plus important. Le deuxième, c'est son poids. Là aussi, vous vous doutez bien qu'il est plus facile de réparer un ligament chez le petit qui pousse que chez son homologue et son adversaire du jour en face, qui si lui, vous lui mettez une encre qui fait 2 mm sur 15 mm, il y a quand même très très peu de chances que ça tienne longtemps au vu du poids qu'elle va devoir supporter et que son ligament va devoir tolérer. Ensuite, une chose extrêmement importante, les activités des patients. Tout d'abord, les activités professionnelles. Vous voyez ici que ce travailleur couvreur qui monte à l'échelle sur les toits quand ça glisse, il ne va pas avoir besoin des mêmes possibilités et des mêmes capacités de stabilisation que la jeune secrétaire qui fait de la hotline sur la droite. Et donc, forcément, ça change un petit peu la donne. Vous avez des patients que vous allez devoir opérer parce qu'ils ne peuvent plus effectuer leur activité professionnelle. Et puis enfin, là aussi, dans les activités sportives, il y a des choses très différentes. Vous voyez Michael Phelps à gauche. Il est peu probable qu'un jour, ce monsieur, hormis en glissant sur le bord de la piscine, ait besoin du même type de stabilisation que Kilian Jornet qui dévale les montagnes à plus de 15 km/h en minimaliste. Donc là aussi, des choses bien différentes. Et puis enfin, le dernier paramètre chez les patients, ce sont les objectifs qu'on se fixe. Parce que tout Kilian Jornet qu'il est, il peut très bien arriver à un moment de sa vie après 10 entorses et vous expliquer que lui, finalement, la compétition, c'est fini. Et cela vous fera peut-être opter sur des choix thérapeutiques un peu différents. Vous serez peut-être un peu moins ambitieux en se disant que on va jouer la carte de la sécurité et il y a des options thérapeutiques comme des ténodèses, des reconstructions non anatomiques qui peuvent être des bonnes solutions dans ces moments-là. Mais, il y a un gros mais, c'est qu'il faut s'adapter aux patients. Donc voilà, c'est fondamental. Le premier critère, je vous ai dit, c'est le patient et ce sont ses doléances. Donc on va s'adapter à lui en fonction de tout ce qu'il est. Et vous voyez que on retombe sur des choses très générales de la chirurgie, puisque vous avez l'habitude dans la prise en charge des instabilités de genoux, des instabilités d'épaule, de prendre en considération, on ne refait pas un ligament croisé de la même façon chez un sportif professionnel que chez Monsieur Tout-le-Monde qui s'est tordu le genou une fois au ski. Donc on va retomber un petit peu sur ces critères-là.
Le deuxième paramètre, c'est sa plainte à ce patient. La plainte, elle peut être très, très, très différente les uns des autres. Et c'est ce qui souvent rend difficile l'indication chirurgicale. Il y a forcément des choses très simples, à savoir le patient qui vient adressé par son kiné, son médecin traitant, parce qu'il a déjà fait 17 entorses. Alors lui, c'est relativement facile de faire le diagnostic, mais pas que. Et notamment les sportifs, c'est rare qu'ils viennent vous voir instantanément et spontanément pour des entorses à répétition, parce que eux, ça fait partie de leur quotidien, de leur banalité. Eux, ils vont venir vous voir parce qu'ils ont un déficit de performance. Typiquement, vous aurez le basketteur qui va vous expliquer qu'il prend plus, il va plus dribbler côté gauche, il prendra plus que le shoot côté droit, ou alors vous avez le footballeur qui lui va vous dire que ses crochets, c'est toujours dans le même sens, qu'il centre plus que du pied gauche. C'est tout ça qu'on va vous indiquer. Et tout ça, ça peut traduire une instabilité chronique. Donc, il faut être à l'écoute de nos patients. Vous allez avoir des patients qui vont vous expliquer également que la cheville, elle lâche, qu'ils ont une sensation d'insécurité. Tout ça peut signifier l'instabilité chronique. Donc, cette instabilité chronique, elle a vraiment différents visages et il faut savoir les reconnaître. Tout le monde ne se présente pas en disant j'ai fait 12 entorses dans la vie. Donc, méfions-nous et écoutons bien nos patients. Et puis, il y a un petit phénomène un petit peu nouveau. On parle de plus en plus de micro-instabilité. Ce sont des notions très récentes qui ont été développées l'année dernière, il y a 2 ans, que ça a été publié, où on a retrouvé chez des patients, on a identifié des causes de douleur qui était occasionnée par une micro-instabilité rotatoire de la cheville et souvent au dépend d'une rupture isolée du faisceau antérieur. Donc tout ça doit nous faire prendre conscience que tous les patients qui ont une instabilité chronique ne se plaignent pas de la même chose. Donc la plainte du patient, elle est variée. Voilà pour la première variable, pardon. La deuxième, ce sont les lésions en accord. Je vous ai dit, il faut que le patient se plaigne. Donc on a identifié les différents critères chez le patient, on a identifié les différentes plaintes, et puis après, le deuxième item, ce sont les lésions en accord. Et les lésions en accord, elles peuvent être très, très, très variables. Tout d'abord, d'un point de vue ligamentaire, on peut avoir des ruptures isolées du LTFA, des ruptures du ligament talofibulaire antérieur, on peut avoir des lésions combinées du talofibulaire antérieur et du fibulo-calcanéen, des lésions associées du ligament collatéral médial, beaucoup plus fréquentes qu'on ne le pense. Et puis enfin, il y a des lésions qui sont intrinsèques. Il faut pas minimiser un patient qui aura une synostose qui est à l'origine de tout ça, un patient qui va avoir par exemple une maladie des lèvres dans l'os ou des choses qui vont entraîner des hyperlaxités, et puis toutes les pathologies intra-articulaires dont on sait qu'elles peuvent mimer des instabilités sous-jacentes. Donc il faut pouvoir identifier tous ces critères-là parce que, bien entendu, là aussi, les options thérapeutiques, elles vont être bien différentes. Vous pourrez faire la plus belle des ligamentoplasties du monde si on a méconnu certains critères dans tout cela. Il est évident que ça ne marchera pas. Si vous essayez de réparer un patient qui est hyperlaxe, il y a peu de chances que ça aboutisse à de bons résultats et il vaudra mieux opter pour une reconstruction d'emblée, même si c'est une lésion isolée du LTFA. Donc, tous ces paramètres sont importants. L'examen physique, hein, une fois ça va nous permettre également d'éliminer certaines variables, et notamment, j'aime bien mettre cette photo-là, il faut que votre patient il n'ait aucun déficit proprioceptif. Il faut qu'il soit capable de tenir sur un pied, les yeux fermés. Moi, je leur dis, hein, il est impensable d'envisager un geste chirurgical s'ils ne sont pas capables de tenir 15 secondes sur le pied. C'est-à-dire que dans ces cas-là, vous avez une instabilité fonctionnelle associée majeure, dont on sait qu'elle peut être responsable de la plus grosse partie de l'instabilité. Et surtout, on ne sait pas si, en corrigeant cette instabilité fonctionnelle, on n'arriverait pas à résoudre le problème de nos patients. Donc, on retombe sur le troisième item qui est il faut avoir tout fait pour éviter ce geste chirurgical. Et si vous avez un patient qui n'est pas capable de faire ça, le premier réflexe, c'est qu'il faut le réorienter vers son kinésithérapeute
Le seul biais à tout ça, c'est les patients douloureux. Vous avez des patients, et vous le savez sans doute mieux que moi, qui ont des rééducations difficiles de par la douleur. Et là, on est un peu coincé, effectivement, quand ils sont instables et douloureux. C'est toujours un peu difficile de faire le tri entre les deux. Alors, à l'examen physique, il faudra aussi surveiller et se méfier comme de la peste de l'arrière-pied varus. Hein. Vous allez avoir une petite photo après qui va apparaître. L'arrière-pied varus, c'est une des causes d'échec de ligamentoplastie les mieux connues et les mieux documentées. Hein. Donc, c'est pas très compliqué. Il suffit de regarder son patient en le mettant dos à vous et vous regardez ses talons. Et si vous voyez qu'il a un arrière-pied qui rentre vers l'intérieur, vous pourrez là aussi faire une belle ligamentoplastie. Ça ne marchera pas. Il y a d'ailleurs certaines équipes françaises et internationales qui se contenteront dans ce cas-là, malgré les déficits ligamentaires, malgré les problèmes ligamentaires sous-jacents, de traiter uniquement l'arrière-pied varus. Donc, les examens complémentaires, ils vont venir compléter un petit peu tout ce qu'on a dit et ils vont venir confirmer les lésions, qu'elles soient ligamentaires, qu'elles soient intra-articulaires, extra-articulaires, les arrière-pieds varus, toutes ces choses-là. On va avoir besoin de tout un tas de documentation. On est très friand en France de l'arthroscanner. L'arthroscanner a pour avantage de démêler pas mal de nœuds et d'éliminer les pathologies cartilagineuses, contrairement à l'IRM qui les méconnaît souvent puisqu'il a une résolution spatiale bien moins bonne. Un arthroscanner, ce sont des coupes millimétriques. Hein. L'IRM, c'est des coupes tous les 3 mm. Quand vous savez que vous avez un ligament qui fait à peu près 7 mm de haut, ben en 2 coupes, vous avez balayé le ligament et c'est relativement facile de passer à côté d'une lésion. Voilà voilà un type d'arthroscanner avec des lésions flagrantes du ligament calcanéo-fibulaire, hein, puisque quand vous avez une inondation, vous voyez du produit de contraste sur ces 3 plans de coupe différents. Hein. À gauche, vous avez une coupe axiale, au milieu, vous avez une coupe sagittale et puis une coupe frontale sur votre droite. Et vous voyez juste sur l'image de droite, c'est peut-être la plus facile à reconnaître, vous voyez les 2 petits points noirs qui sont les tendons fibulaires et entourés de liquide, de produits de contraste qu'on a injectés dans l'articulation. Normalement, les tendons fibulaires sont complètement individualisés, hein, ils n'ont aucune communication avec l'articulation, sauf en cas de rupture du ligament calcanéo-fibulaire. Donc, l'inondation de la gaine des tendons fibulaires traduit bien la rupture du ligament calcanéo-fibulaire. Voilà, c'est ce que je... Alors, maintenant, on peut se poser la question, finalement, c'est bien beau tout ça, on a identifié tous nos paramètres, mais comment on choisit? Alors, c'est très difficile, et comme toujours, pour choisir, ben, on va se référer à ce qui a été publié, à ce qui a été écrit. Hein. Ça s'appelle l'evidence-based medicine. Hein. Chacun ne fait pas ce qu'il veut, on fait des choses qui fonctionnent, qui marchent, qui ont été démontrées, prouvées. Et il n'y a que là-dessus qu'on peut s'appuyer. Alors le problème, c'est que l'evidence-based medicine dans la chirurgie de la cheville, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas grand-chose. Vous voyez, je vous ai mis ce petit diagramme sur les publications de la reconstruction ligamentaire dans la cheville, sur le plan latéral. Je ne vous parle même pas du plan médial, où il y a à peu près moins de 100 articles. Vous avez 50% des articles qui ont été publiés au cours des 5 dernières années. C'est pour vous dire l'intérêt croissant, mais aussi la pauvreté de ce qu'on a. Hein. C'est moins de 50 articles par an. Hein. Ouais. Alors, on va quand même essayer d'analyser tout ça. Il y a des gens qui ont fait ça pour nous et qui ont fait ça très très bien, notamment une énorme revue de littérature qui a été faite par Kentaro Matsui, qui est un élève de Masato Takao, qui est le chirurgien qui a promu la technique de ligamentoplastie anatomique en 2005, qui a revu tout ce qui a été publié sur la reconstruction et la réparation ligamentaire. Et vous allez voir que le constat est très simple et très facile sur la diapo suivante. Le constat, le voilà. Très peu d'études. Vous voyez sur la gauche, là, il a évalué les études en réparation arthroscopique, en réparation non arthroscopique, donc à ciel ouvert, et puis les reconstructions arthroscopiques et enfin les reconstructions à ciel ouvert.
Bon, la seule chose intéressante à reconnaître, c'est que vous n'avez aucune étude de niveau 1 ou de niveau 2. C'est-à-dire que aujourd'hui, on n'est pas en capacité d'expliquer et de dire c'est ça qui marche mieux que les autres parce qu'on a des études bien menées qui nous permettent de le dire. Donc, il faut qu'on travaille et on s'y attache, vous allez voir un petit peu par la suite. Donc, il y avait quand même des grandes tendances sur sa revue de littérature, c'est que les études tendent à être de plus en plus vers des reconstructions anatomiques, bien évidemment, ça a été prouvé, ça a été prouvé par des Allemands. C'est tout bête comme étude, mais ils ont mis les ligaments, ils ont reconstruit des ligaments à l'endroit où ils étaient, sur des chevilles cadavériques, et puis ils ont testé ces chevilles avec des résistances en force au varus, au valgus, au tiroir antérieur, et puis ils ont fait la même chose en mettant les ligaments à des endroits où ils n'étaient pas. Et forcément, les chevilles qui allaient le mieux et qui tenaient le mieux, c'est celles qui avaient les ligaments au bon endroit. Ça paraît bête, mais bon, encore fallait-il le démontrer. Et puis, moins on est invasif, comme toujours en chirurgie, et mieux les gens se portent. Donc, ça, ce sont les grandes tendances d'actualité. Donc, ce groupe qui s'appelle l'Ankle Instability Group a été monté en 2013, notamment sous l'égide, c'est un petit cocorico, d'un chirurgien bordelais qui est le docteur Guyot, qui avait instauré ça, et il réunit aujourd'hui les 20 chirurgiens qui font sans doute qui ont le plus gros recul sur la chirurgie de la cheville. Et leur première réunion avait abouti en 2013 à un consensus sur l'instabilité chronique de cheville. C'était génial puisque ça nous a dit tout un tas de choses, et vous allez voir dans les diapos suivantes. Ça nous a dit notamment, voilà, on est ressorti de cet article qui est en accès libre sur Internet, avec tout un tas d'algorithmes pour pouvoir choisir quel type de chirurgie en fonction des choses qui se passaient. Alors par exemple, vous voyez, vous aviez une instabilité de cheville avec une ossification sous la malléole externe, c'est le petit icône de droite. Si vous aviez une ossification qui faisait moins d'1 centimètre, il fallait enlever l'ossification et faire une réparation directe. À l'inverse, quand vous aviez une ossification de plus de 1 centimètre, il fallait soit envisager une synthèse, comme on réparerait un os, c'est comme une fracture, soit on enlevait et on faisait une reconstruction ligamentaire. Donc vous voyez, c'est fabuleux, puisqu'on se dit, ben voilà, on a des guides de bonne pratique et des algorithmes, et nous, très cartésiens, on adore ça. Alors ils ont décliné ça pour tout un tas de paramètres. Vous allez voir un autre schéma sur la diapositive suivante. Par exemple, quand vous avez sur l'IRM ce qu'ils appellent des remnants, des résidus du LTFA, on s'orientera plutôt, si ces résidus sont modérés ou très légers, vers une réparation. À l'inverse, si vous avez une atteinte très très sévère du LTFA, donc ça c'est à libre interprétation, on partira plutôt vers de la reconstruction ligamentaire. Donc cette première réunion de l'Ankle Instability Group, elle a eu le mérite d'essayer de clarifier une position. Alors c'est un niveau 5 en termes de niveau de preuve, puisque c'était simplement une revue de littérature des experts, et c'est un recueil d'experts. Alors, malheureusement, moi, je me suis dit, c'est fabuleux, aujourd'hui, on sait ce qu'on doit faire. Et puis, j'ai été chargé par la Société française d'arthroscopie de faire cette année une chronique pour le congrès qui aura lieu en décembre à Marseille sur tout ce qui s'écrit cette année dans la chirurgie de la cheville. Et donc, je reçois de façon hebdomadaire tous les articles nouveaux, et je suis abonné à quelques revues, et dont une qui a un peu pignon sur rue, qui traite beaucoup d'arthroscopie, de médecine du sport. Et il y a un article qui m'a vraiment interpellé, qui n'est pas encore publié, qui est d'ailleurs en voie de publication, mais qui est déjà en ligne, où ce même groupe de chirurgiens, qui est aujourd'hui 32, c'est 15 pays, il y a un chirurgien qui est un mec très sympa en Belgique, qui a eu l'idée de poser la question à chacun de ces 32 chirurgiens qui composent l'Ankle Instability Group,
de dire ce qu'il faisait et dans quelle situation il faisait des réparations arthroscopiques, pas arthroscopiques. Bref, c'était un recueil de données sur leur pratique. Alors, moi, un petit peu naïvement, en lisant ça, je me suis dit, bah, ça va être une simple redite de la conférence de consensus qu'ils nous avaient publié en 2013, puisque c'est eux-mêmes qui avaient publié cette conférence. Donc, je me suis interrogé et puis j'ai regardé, j'ai fouillé un petit peu. Et voilà les questions, les questions qui étaient posées aux chirurgiens qui ont répondu en toute honnêteté, tranquillement chez eux. C'était de manière anonyme, hein, donc chacun répondait ce qu'il voulait. Donc, on leur a posé quelques questions, quel type d'imagerie ils faisaient, et puis des questions un peu plus intéressantes. Est-ce que la chirurgie a une place dans l'instabilité fonctionnelle? Est-ce qu'elle a une place dans l'instabilité mécanique? Ça, on se doutait un peu de la réponse. Et puis, on a surtout posé la question, vous voyez dans le 4e item, quand est-ce que vous faites quoi? Alors, chez les patients obèses, chez les ossicules de plus d'1 centimètre, chez les sportifs de haut niveau, dans le cadre d'hyperlaxité, quand vous avez des radiographies en stress positif, quand vous avez une atteinte du faisceau moyen sur l'IRM, et puis quand vous avez une qualité résiduelle du ligament qui est mauvaise, et enfin quand vous avez une laxité sous-talienne associée. Et alors là, vous allez voir, les résultats sont détonnants. Donc voilà les questions qui étaient les plus intéressantes. Voilà les résultats. Alors les résultats, on ne va pas les détailler, c'est pas ça l'important. La seule chose à comprendre, c'est que vous voyez, je vous ai mis volontairement l'algorithme qui avait été donné, qui était très précis, que ces gens-là avaient publié en 2013 et qui disait, bah, dans un cas, on fait blanc et dans l'autre cas, on fait noir. C'est-à-dire qu'on fait de la réparation ou de la reconstruction. Et en fait, vous voyez que vous avez, malgré tout, plus de 50% des gens qui, en cas d'ossification de plus de 1 cm, vont tendre à continuer à faire de la réparation, ce qui va à l'encontre même des recommandations qu'ils avaient publiées il y a 4 ans. Voilà, voilà. Et puis, vous voyez des choses tout aussi étonnantes. Vous avez, quand il y a une atteinte du faisceau moyen, des chirurgiens qui ne vont jamais le réparer. C'est quand même 13%. Il y en a qui vont le réparer tout le temps, 18%. Alors vous voyez des différences de pratique énormes, ce qui est relativement interpellant. Et finalement, la seule conclusion de tout ça, c'est qu'il n'y avait aucune unanimité, quelle que soit la question posée. Donc la conclusion, c'est que ces gens qui nous ont offert une belle conférence de consensus avec des algorithmes bien précis, finalement, dans leur quotidien et dans leur pratique, ils s'y tiennent pas. Ils s'y tiennent pas et ne suivent pas ces recommandations. Donc c'est quand même relativement problématique. Donc à partir de là, pour décider comment nous on va choisir, eh ben, on va devoir suivre des pistes un petit peu différentes. Alors là, je vais vous parler on rentre dans une opinion qui est très personnelle et qui est très subjective et qui reste à démontrer. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que je pense du choix de nos reconstructions ou de nos réparations. Donc on repart sur nos deux possibilités, soit de la réparation, soit de la reconstruction. Ce qui a été montré pendant très longtemps, c'est que la réparation ne fonctionnait pas bien dans le cadre de l'hyperlaxité, dans le cadre de l'obésité et dans le cadre de l'ancienneté des lésions. C'est-à-dire qu'il est évident que plus vous avez des lésions anciennes, plus vous avez de chances d'avoir des tissus ligamentaires qui sont mauvais, et donc forcément réparer ces tissus mauvais. J'explique souvent aux patients que quand vous réparez le trou d'une vieille chaussette, ça reste une vieille chaussette. Et donc on peut refaire un trou à côté. Donc c'est exactement le même principe. C'est-à-dire si vous retendez un tissu qui est pourri, ben vous aurez une réparation qui sera pourrie. Ça ne peut pas bien marcher. Alors ça, ce sont des choses qui sont relativement ancrées, où on est tous plus ou moins d'accord, même si certaines solutions thérapeutiques ont remis un petit peu ces dogmes en question récemment. Mais ce sont des choses assez consensuelles entre nous. Et puis, quand on est dans la contre-indication et ou dans l'échec de ces situations-là, on va se pencher plutôt vers une reconstruction. Donc, la réparation, elle doit rester le gold standard, mais selon les situations, vous allez tendre vers une reconstruction qui sera plus ou moins anatomique, et plus elle sera anatomique, bien entendu, et mieux ce sera pour vous. Alors,
Moi, enfin, d'ailleurs, c'est pas que moi, je pense que il faut s'inspirer de ce qui a été fait dans le genou, de ce qui a été fait dans l'épaule. Et dans l'épaule, ils ont eu exactement la même problématique il y a à peu près 20 ans, où ils se posaient la question de savoir s'il fallait remettre le bourrelet glénoïdien ou ce qu'on appelle l'intervention de Bancart, et notamment le faire sous arthroscopie, ou au contraire, faire ce qu'on appelle des butées coracoïdiennes. On peut assimiler la réparation ligamentaire à un Bancart et la reconstruction ligamentaire à une butée, c'est-à-dire qu'on va mettre quelque chose de nouveau pour pallier au déficit ligamentaire. Alors pour trancher, il y a un professeur, vous allez voir sur la diapositive suivante, qui a eu une idée qui est excellente, et c'est pas vieux, c'est 2007. Il a pris en fait tout un listing de patients qu'il avait opérés, et notamment, plutôt que d'étudier ses succès, il a eu la bonne idée d'étudier ses échecs. Il a pris une série de bancartes, et notamment 131 bancartes qui n'avaient pas fonctionné, et il s'est posé la question du pourquoi. Il a identifié tous les facteurs de risque chez ces patients qui avaient été en échec, et en fonction de leur prévalence, il les a pondérés et il a fait, à partir de là, un score d'évaluation préopératoire de la sévérité de l'instabilité. On appelle ça le score ISIS, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Et ce score ISIS, en fonction, donc ça donne un score entre 1 et 12, et puis vous choisissez, donc lui avait évalué à 3, ou si vous aviez 3 ou moins au score ISIS, on pouvait faire un Bancart. À l'inverse, si vous aviez plus de 3, il fallait faire de la butée coracoïdienne. Et ce score ISIS, il a eu le mérite de nous permettre justement de trancher entre les deux. Oui, diapo suivante. Donc voilà, c'est une aide à la décision thérapeutique. Donc voilà le score ISIS en tant que tel. Voici les critères qui ont été retenus. Et vous voyez, comme toujours, on retombe toujours sur les mêmes critères puisqu'on parle d'instabilité. C'est l'âge du patient. Donc dans l'épaule, vous aviez un vrai cut-off entre le 20 ans supérieur ou inférieur. Le niveau de sport préopératoire, si c'est un niveau compétitif ou si c'est un niveau de loisir. Le type de sport, c'est pas pareil d'opérer un judoka que d'opérer un tireur à l'arc. Et puis, s'il y a une hyperlaxité et s'il y a des pertes de substances osseuses. Et en fonction de ça, vous voyez, vous aviez une échelle numérique et puis vous mettez 0, 2, 0, 1 et à la fin, vous dites je fais une butée ou je fais un Bancart. Donc, je crois que la solution pour nous, elle est exactement la même. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'inspire de ce genre de choses pour pouvoir arriver à un arbre décisionnel. Et je pense qu'à terme, et là c'est encore une fois, c'est ce que je pense personnellement, on va avoir finalement dans notre sac thérapeutique 3 options. Soit vous allez réparer avec un renfort probablement, sous arthroscopie, soit vous allez reconstruire de façon isolée un LTFA, soit vous allez reconstruire de façon combinée un LTFA et le CFL qui va avec. Donc, à mon avis, voilà comment vont évoluer les solutions thérapeutiques. Pour ce qui est du choix, à titre personnel aujourd'hui, donc ça c'était juste pour vous montrer. Cette étude, elle est en cours. On est en train de faire la première phase, c'est-à-dire qu'on a inclus depuis 3 ans quasiment 250 malades. Nous, sur Nantes, on en a inclus 85. On aura les résultats de ce symposium qui a démarré il y a à peu près 3 ans en décembre. Et puis, on va suivre nos patients justement pour voir et pour évaluer tous ces patients et surtout nos échecs pour essayer d'arriver à terme. Mais c'est un travail de longue haleine, vous l'avez bien compris, puisque les échecs, ils ont rarement lieu au bout des 6 premiers mois. Les échecs, c'est à 5 ans, c'est à 10 ans qu'il va falloir les évaluer. Donc, il va falloir suivre ces patients pour pouvoir avoir le même genre d'études. On aura probablement les mêmes critères. Est-ce qu'ils seront pondérés de la même façon? J'en sais rien. Je ne suis pas capable de répondre à cette question aujourd'hui. Et donc, in fine, je pense qu'on aboutira à un arbre décisionnel en fonction d'un score de sévérité de la cheville, d'instabilité de la cheville. Donc, vous allez voir. Moi, aujourd'hui, dans ma pratique, donc, je pense que l'arthroscopie, certes, ce n'est qu'une voie d'abord, mais comme je vous le disais tout à l'heure, moins on est évasif, mieux c'est. Et aujourd'hui, il paraît difficile d'envisager nos solutions thérapeutiques
sans en passer par l'arthroscopie, déjà pour évaluer tout le reste. Et voilà, c'est tout un tas de choses qu'on est en train de mettre en place, nous sur Nantes, avec une équipe complète, et puis pas mal de vidéos que vous pourrez retrouver sur nos sites. Pour ce qui est de mes choix personnels aujourd'hui, globalement, pour moi, la réparation, elle est réservée à la jeune fille de 17 ans qui a fait 2 épisodes d'entorse et qui a une lésion isolée du LTFA. Je trouve que c'est une excellente indication pour se contenter d'une réparation. À l'inverse, quand vous avez le sportif de haut niveau qui arrive avec une lésion isolée du LTFA, ça me semble difficile, s'il a déjà eu 10 épisodes d'entorse, de lui vendre une réparation. Et je vais plutôt m'orienter vers une reconstruction. Alors après, elle sera soit isolée sur le LTFA, soit combinée avec le CFL. Ça va dépendre des lésions qui sont retrouvées sur les examens complémentaires et en fonction de la laxité que je vais avoir en préopératoire. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur nos différents choix. Donc vous voyez encore beaucoup de questions sans réponse. On manque de choses et de diagnostics de certitude. On a tous nos idées, on a tous des choses plus ou moins consensuelles, mais c'est, vous voyez, intéressant de voir que finalement, en fonction des pays et en fonction des personnes, en fonction des écoles, eh ben, vous avez des gens qui vont plutôt opter malgré tout pour des réparations, d'autres qui vont plutôt opter pour des reconstructions. Et si on veut éviter justement cette disparité dans la prise en charge, il faut qu'on ait des critères bien plus objectifs pour choisir. Donc ça, c'est le travail qu'on va devoir mener et s'acharner à mener dans le futur. Merci de votre attention. Eh ben, merci, docteur Lopez. On va pouvoir passer aux questions tout de suite. Une première question de Johan qui nous demandait que dire des entorses du jeune enfant qui marche sur la pointe du pied après l'entorse. Vraie entorse ou diagnostic différentiel? Alors, la question, c'est quoi? C'est que dire du jeune enfant qui marche sur la pointe du pied? Voilà, que dire des entorses du jeune enfant qui marche sur la pointe du pied après l'entorse? Alors là, on sort un petit peu du cadre de la présentation, on n'est plus dans l'instabilité chronique, là on est dans la prise en charge en aigu. Que dire, ça dépend déjà, si c'est sa première, si c'est sa deuxième, au bout de combien de temps il est et de son entorse. Si vous avez un gamin de 5 ans qui a du mal à s'exprimer, c'est pas la même chose qu'un gamin de 12 ans qui s'exprime relativement facilement. Il faut souvent chez l'enfant resituer les choses dans leur contexte. Ça m'arrive régulièrement qu'on m'adresse des enfants qui ont des entorses à répétition et puis finalement ils ont tous leur diagnostic d'hyperlaxité. Je rappelle que l'hyperlaxité, ça a des critères objectifs bien précis avec des scores cliniques bien précis. On dit à tous les gamins qui sont hyperlaxes, certes ils ont une laxité plus importante, mais ça ne correspond pas forcément à une hyperlaxité, donc c'est deux choses assez différentes. Et puis il va falloir évaluer parce que vous en avez plein qui vont marcher sur la pointe du pied, et puis quand vous tournez la tête, ils vont marcher complètement normalement. Donc c'est un peu compliqué de répondre de façon brute comme ça à une question. C'est vraiment du cas par cas, quoi. C'est vraiment du cas par cas. Il y a des vrais gamins qui se font des entorses. La difficulté, c'est que quand on leur fait des échographies, ils ont pas de lésions ligamentaires majeures, puisqu'ils ont une laxité constitutionnelle qui est un peu plus importante que la nôtre. L'idée, c'est qu'il faut se méfier de deux choses chez les enfants qui se font des entorses. La première, c'est la synostose. Il y a à peu près 15 à 20% des entorses chez les enfants, à répétition, qui sont occasionnées par des synostoses. Donc, il faut se méfier de ça. Il faut leur faire une radio. Si un gamin se fait 3 entorses dans l'année, il faut que ça leur mette la puce à l'oreille. Et puis après, il faut se méfier du contexte. Il y a beaucoup de gamins qui n'osent pas dire à leurs parents que le foot, ça les gonfle, ou que le basket, c'est papa qui veut qu'il joue, mais pas lui. Et souvent, ce sont des bons échappatoires pour les gamins, ce genre de petites choses. Merci. Toujours Johan, comment dépister les micro-instabilités? Alors ça, c'est très difficile. C'est des choses qu'on a. En fait, ce sont des diagnostics qui sont différentiels. La micro-instabilité, souvent, elle va se traduire. Donc, il faut, en général, c'est 2 lésions. C'est une lésion du LTFA isolée, et puis une distension de la partie antérodistale de la syndesmose qui se fait au cours d'une entorse. Et
on voit très 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 régulièrement. Donc c'est des gens qui se plaignent de douleur essentiellement. Hein. C'est pas des gens qui y arrivent en disant bah je ne tiens pas. Hein. C'est souvent des gens qui disent j'ai une gêne, ça me fait un peu mal, je peux plus conserver la même activité. Et il y a un élément qui doit nous interpeller assez facilement, c'est que souvent ils ont mal sur le LLI également. C'est-à-dire qu'ils ont mal sur le LLI parce que la micro-instabilité, elle est rotatoire, c'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas de problème dans le plan sagittal ou dans le plan frontal. Ils ont un problème uniquement dans le plan axial, c'est-à-dire que leur cheville, elle tourne. Elle tourne au moment où ils posent le pied, elle tourne de quelques degrés. Et c'est parce qu'elle tourne comme ça, en fait, elle bouge en rotation médiale qui vont dilacérer les fibres profondes du LLI. À force de tourner comme ça, à chaque fois qu'ils posent, clac, ça bouge un tout petit peu. Et les gens, ils arrivent en vous expliquant qu'ils ont mal, qu'ils sont gênés, qu'ils ressentent une cheville qui n'est pas comme l'autre, mais ils vont pas vous dire qu'elle se tord, ils vont pas vous dire qu'ils ont la trouille. Hein. C'est pas du tout ça. Donc c'est ça, ces phénomènes de micro-instabilité qui sont très difficiles à mettre en évidence. Et c'est un diagnostic différentiel. Il faut s'assurer que vous n'avez pas de lésion ostéochondrale, qu'il n'y a pas de choses comme ça. Parce que bien évidemment, c'est ça qu'il faudra incriminer en premier. Alors Alain, quelle est la référence de l'article sur les micro-instabilités? Et puis ensuite, il décrit une pratique personnelle. Je vois une dizaine de patients chaque semaine dont les douleurs de genoux, de bassin, de dos sont en rapport avec des conséquences musculaires, tendineuses, posturales, biomécaniques, ostéopathiques, à distance d'une instabilité de cheville dont je trouve les signes alors qu'ils ne s'en plaignent pas directement. Donc la seule question, ouais, c'est un partage d'expérience, mais la question c'est quelle est la référence de l'article sur les micro-instabilités? Alors, la référence de l'article, c'est un article de Jordi Vega. Alors, c'est le docteur Vega, c'est VEGA, c'est un chirurgien barcelonais, un arthroscopiste barcelonais. Il a publié ça dans le KSSTA, donc c'est Knee Surgery Traumatologie, et c'était 2016. Alors, attendez, je veux bien regarder si vous voulez. Je vais vous la donner un peu plus précisément. Mais au cas où si Alain ne trouve pas la référence, peut-être qu'on pourra faire le relais, qu'il n'hésite pas à nous poser la question et puis on lui fera suivre. Oui, je vais vous dire ça. Tac. Alors voilà, l'article, je l'ai sous les yeux, ça s'appelle Minor or Occult Ankle Instability as a cause of anterolateral pain after ankle sprain. Alors, c'est Jordi Vega qui a publié ça et c'est effectivement 2016. Je peux vous donner, c'est le volume 24 et c'est les pages 1116 à 1123 du KSSTA. Parfait, c'est précis. Voilà. Et pour ce qui est de l'instabilité chronique qui occasionne tout un tas de problèmes sous-jacents, c'est difficile et en toute sincérité, pour voir beaucoup de problèmes de cheville au quotidien, on a peu de patients qui nous sont adressés pour ça, parce que c'est une bonne idée, hein, mais je crois qu'il faut être... souvent, par exemple, dans ce cadre-là, le premier réflexe que j'aurais à titre personnel, c'est vraiment de les envoyer chez un podologue. C'est vraiment de les envoyer chez un podologue pour voir si un anneau talonnier, une bande pronatrice ou des choses comme ça aurait la possibilité de stabiliser un petit peu les choses. Le deuxième acteur, ça va être le kiné derrière, pour voir si justement va réussir à faire en sorte de tenir un peu mieux cette cheville. Et puis après, on va faire un test tout bête, hein, éventuellement, c'est de se dire on essaye de mettre une attelle alors qu'il n'y a pas de grande vertu mécanique, hein, mais au moins proprioceptive pour voir un petit peu ce que ça donne. Avant de me jeter, en tout cas, je vais prendre toutes mes précautions avant d'aller stabiliser une cheville pour des raisons différentes de l'instabilité de cheville en elle-même. Alain vous remercie. Ariane aussi, voilà, pour la présentation, je suppose, pour la globalité. Yannick, et c'est vraiment Yannick, c'est pas moi hein, qui pose la question, il demande si avant la chirurgie, vous demandez un bilan myolux. Alors, c'est obligé de préciser que c'est pas moi. C'est une bonne idée. Je sais qu'on a j'ai des interlocuteurs un peu privilégiés sur Nantes
commence à être équipé. On a une équipe dédiée, nous, sur le centre du pied de la cheville. On a des kinés du sport qui bossent beaucoup avec nous et à côté de nous. La difficulté, c'est de réorienter les patients, en fait. Mais c'est une bonne idée et je pense que c'est quelque chose qu'on va mettre en place à terme, puisqu'on en a déjà discuté avec certains kinés avec lesquels je travaille beaucoup. Et ça, je le fais pas aujourd'hui à titre systématique, et c'est dans les clous. Je pense qu'on va démarrer une étude prospective. Ce que j'aimerais bien, c'est avoir des chiffres très précis en pré-op, en post-op, mais la difficulté, c'est à quel moment vous commencez le myolux en post-op. Parce que ça, c'est des choses qui, aujourd'hui, sont pas connues, quoi. Sont pas connues. Donc, mais oui, c'est des choses qui vont sortir et qu'on va s'attacher à faire. Mais pour répondre à la question, aujourd'hui, je le fais pas de façon systématique. Alors, Denis nous demande, vous avez dit qu'il ne fallait pas forcément opérer une lésion ancienne, mais à partir de quel moment parle-t-on d'une lésion ancienne? Car dans nos cabinets, nous récupérons souvent des patients qui se rééduquent après la deuxième ou troisième récidive. Donc, alors, je dis pas qu'il faut pas les rééduquer, je dis qu'on est nettement moins influent à ce moment-là. C'est-à-dire que si vous prenez en charge un premier épisode d'entorse, vous êtes en droit de dire à un patient, si on fait les choses bien, vous avez de grandes chances que tout aille bien. À l'inverse, si vous le prenez en charge au bout de la deuxième, de la troisième, il faut être un peu plus fataliste. C'est-à-dire que vous aurez beau faire la meilleure des rééducations du monde, eh ben, la plus influente, c'est quand même celle qu'il aurait dû avoir sur le premier épisode. Alors, quand on parle après de critères de lésions anciennes pour définir si on va partir sur de la réparation ou de la reconstruction, c'est quelque chose qui est complètement empirique. Et quand on en discute dans les couloirs, dans les congrès avec les mecs avec qui on en fait beaucoup, il y en a qui vont dire 2 ans, d'autres qui vont dire 5 ans. Grosso modo, on s'attache à 5 ans. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un qui a des entorses depuis plus de 5 ans, la réparation, ça paraît un peu pas voué à l'échec, mais ça c'est complètement empirique. Hein. C'est-à-dire que c'est écrit nulle part. On n'a pas de critères objectifs. On n'a pas d'analyse anatomopathologique. Ça, ce sont des choses en cours. Ça a été déjà fait par des Japonais. C'est-à-dire que l'idée, ce serait de voir, vous avez eu tant d'entorses en tant de temps, et ben je vais dans votre cheville, je fais un prélèvement de votre ligament et on vérifie le pourcentage de collagène 1 et de collagène 2 pour savoir s'il y a une corrélation entre l'ancienneté des lésions et le nombre des épisodes traumatiques. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours, mais pour le moment, on n'a pas les réponses à ça. alors, il reste 2 questions. Toujours Denis, peut-on poser une indication chirurgicale lors d'une première entorse avec une laxité en varus? Oui, si on est dans les, enfin moi, c'est pas en l'occurrence le nombre d'entorses qui va m'embêter, parce que vous pouvez avoir des patients qui vont avoir fait une entorse, mais qui vont vous expliquer que derrière ils ont une appréhension majeure, sans pour autant s'être retordu la cheville. On est bien dans le cadre de l'instabilité chronique, il y a bien une plainte de patients. Et puis après, si vous avez des lésions qui ont été retrouvées et que vous avez tout essayé et que ça marche pas et que ce patient il est dans ces critères-là, moi ça me choquera pas d'aller envisager ça, quoi. Ok, et donc la dernière question de Lionel, préconisez-vous certaines rééducations préopératoires dans le cadre d'une lésion fraîche ou n'ont-elles aucun intérêt? Et si oui, dans quel cas? Alors moi, je préconise toujours une rééducation préopératoire parce que je fais encore pas mal de chirurgie de genou et ben voilà, je crois qu'il faut pas croire que la cheville c'est différent des autres. Quand vous faites une ligamentoplastie de genou, il est toujours bon d'arriver avec un bon capital musculaire autour du genou parce que vous savez que celui-ci va s'effondrer et que ça va être un des critères primordiaux pour la reprise des activités dans la suite. Et plus vous démarrez bas, et plus la montée sera longue. Hein. Donc je crois que dans la cheville, c'est pareil. Même si vous savez que vous allez devoir opérer quelqu'un, il est important qu'il n'y ait pas de déficit proprioceptif associé, et au contraire, qu'il y ait un très bon contrôle. Donc là aussi, c'est pas pour faire de la pub gratos, hein, je pense que peut-être qu'un jour on dira, ben voilà, vous avez passé votre myolux, vous n'êtes pas suffisamment rééduqué pour envisager une chirurgie, parce qu'on sait que si vous avez un déficit de temps, bah, peut-être que la chirurgie elle donne des moins bons résultats derrière, ou vous allez mettre 6 mois de plus que quelqu'un d'autre à vous en remettre. Donc
C'est toutes ces interrogations aujourd'hui qui sont intéressantes d'ailleurs, hein, mais auxquelles il est difficile de répondre avec des certitudes. C'est ça qui est compliqué parce que faut quand même expliquer aux gens qu'on va les opérer et les gens ils ont besoin d'être assurés, ils ont besoin d'avoir face à eux des gens qui comprennent et qui connaissent. Et pour autant, on a un devoir de et on leur explique un peu qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Ce paradoxe-là, il est parfois difficile à accepter pour les patients, hein. Très bien, bah voilà, Denis et Lionel vous remercient et il n'y a pas de nouvelles questions, donc on va pouvoir conclure. Eh ben, merci à tout le monde. Voilà, bonne soirée, merci à tous et à Bonne bientôt. soirée. Au Au revoir. revoir.